poursuit donc cette matinée d'échange pour s'intéresser maintenant à cette question du nucléaire, pour évoquer les espoirs de ce qu'on appelle le nouveau nucléaire et comment cette filière peut justement permettre la souveraineté énergétique de la région Aura notamment. Il faut savoir que cette filière est aujourd'hui un véritable poumon économique. Je vais vous rappeler quelques chiffres peut-être pour la région. Il y a, et j'espère ne pas me tromper, 42 000 un peu plus emplois directs ou indirects, 14 réacteurs qui sont installés, qui permettent finalement à la région d'être la première région française productrice d'électricité. Elle produit même, figurez-vous, aujourd'hui le double de sa propre consommation. Ce n'est pas un hasard, forcément, si c'est ici que se sont installés tous les grands acteurs du secteur du nucléaire. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est la photo aujourd'hui, en 2023. Mais comment est-ce qu'on va évoluer vers ce fameux nucléaire nouvelle génération ? Et qu'est-ce que c'est que ce nouveau nucléaire qui nous attend ? Comment cette nouvelle donne peut être un levier finalement de souveraineté pour la région ? On va en parler avec nos invités. Jean-Luc Mazel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez Velan, qui est implanté sur le territoire depuis 40 ans, oui. du côté de Gerland, donc pas très loin. Vous êtes, pour faire simple, je vais schématiser, constructeur de robinetterie spécialisée pour les installations nucléaires. Je peux le dire comme ça vous va ? Oui, vous pouvez. Bon. Oui. À vos côtés, Emmanuel Galichet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Et également avec nous, Philippe Lazare, bonjour. Bonjour. Directeur exécutif de Bocar Énergie. Bocar Énergie, c'est un ensemblier industriel. Vous êtes, vous, notamment présent et plus spécifiquement spécialisé dans les questions nucléaires, parce que je sais que vous avez travaillé notamment chez Alstom. Enfin, vous avez une carrière dans le nucléaire assez imposante. Je parlais de photos, et peut-être qu'il faut repartir de là. Qu'est-ce que c'est finalement le nucléaire nouvelle génération, Emmanuel Galichet ? Oui, vous avez raison de mettre une petite photo. Effectivement, jusqu'à présent, on avait la filière nucléaire avait plutôt ce qu'on appelle le nucléaire honteux. Et depuis février 2022, Emmanuel Macron a lancé ce qu'on a appelé le renouveau du nucléaire, avec le fameux discours de Belfort où il dit qu'il veut construire sur les territoires 3 paires de PR2. Donc c'est en fait des réacteurs finalement évolutionnaire, pas du tout révolutionnaire, justement révolutionnaire par rapport à l'EPR de Flamanville et au parc que l'on a aujourd'hui. Petite parenthèse, vous avez dit le nucléaire honteux, ça veut dire que jusqu'à maintenant, on était toujours dans le post-Fukushima, post-Tchernobyl, c'était encore ça dans l'opinion publique ? Alors, oui, c'était en fait le fait que depuis une bonne vingtaine d'années, les différents gouvernements avaient décidé de diminuer la part du nucléaire dans le mix électrique français. Et la PPE, d'ailleurs, explique encore aujourd'hui qu'il y aura à peu près 14 réacteurs qui devront s'arrêter. Donc on avait cette peur de l'accident nucléaire avait fait que les gouvernements successifs avaient décidé de s'en passer, en fait. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la situation géopolitique, le réchauffement climatique ont rebattu les cartes sur la problématique de l'énergie ? On est dans une nouvelle crise qui ouvre de nouvelles opportunités, un peu comme en 1974. Oui, vous avez totalement raison. Je pense qu'effectivement, la crise que vous avez bien résumée fait que nous avons une situation qui fait qu'il faut qu'on prenne des décisions, qu'on regarde à long terme. Et le nucléaire a justement besoin de cette vision à long terme. Et donc, on est obligé aujourd'hui d'aller vers déjà la maintenance d'un parc qui est quand même un parc un peu vieillissant, évidemment, qui a été construit dans les années 70 jusqu'à 90. Et puis, il faut aller au-delà. En fait, on va en parler un petit peu sûrement après. Finalement, 52 milliards ont été mis sur la table pour les 6 EPR, 2. Mais il y a 1 milliard, ce petit milliard en plus, qui pour moi est justement le défi de demain du nucléaire, parce que l'énergie nucléaire, c'est une énergie très jeune, finalement, au niveau industriel, bien qu'elle ait la radioactivité, c'est très vieux, finalement, mais c'est une énergie industrielle très jeune, et elle a encore énormément de choses à donner, et notamment, il ne faut pas oublier qu'elle peut faire aussi de la chaleur. Et donc, ce petit milliard que Emmanuel Macron a mis sur la table pour ce qu'on appelle des
solutions du futur, on en parlera peut-être, c'est ce milliard-là qui pour moi est l'enjeu de demain. Alors ça veut dire effectivement que s'ouvrent avec ces nouvelles générations, et je le mets bien au pluriel d'EPR, de nouvelles opportunités. Jean-Luc Mazel, on est en train de préparer à court terme, j'ai envie de dire, l'arrivée en 2035-2037 de ces fameux nouveaux réacteurs nucléaires, les EPR de nouvelle génération. Ce qui est nouveau, c'est qu'on les construit tous sur le même modèle, et ça, c'est intéressant pour vous et pour l'industrie qui travaille dans ce milieu-là, parce qu'on va pouvoir passer à l'échelle finalement sur tout ce qui se fait, tout ce qui se crée. Alors effectivement, autour de ce nucléaire, on retrouve les noms de souveraineté, on retrouve le mot de climat, voilà. Mais il y a aussi ce mot d'industrialisation. Laurent Wauquiez a parlé de réindustrialiser la France. On peut aussi se poser la question de que serait devenue la France en 1974 si De Gaulle n'avait pas pris la décision de construire un programme nucléaire avec des réacteurs de série. Enfin, probablement qu'on serait en difficulté, parce qu'on disait à l'époque qu'on n'avait pas de pétrole, mais on n'a pas de gaz non plus. Voilà. À l'époque, les énergies renouvelables n'existaient pas, ou très peu. Voilà, donc je pense qu'il faut se remémorer tout ça, et la crise en Ukraine, bien sûr, a accentué. Voilà. Donc, réindustrialiser ces réacteurs nucléaires, c'est aussi se souvenir qu'on a construit le parc avec un modèle standard. On a parlé du 900 MW, du 1300 MW, du N4. Donc, c'est des réacteurs déployés par la France en série, qui ont été ensuite exportés. Ça a été un fleuron de l'exportation française, qui a participé aussi à un rééquilibrage de la balance des exports pendant des années. Donc, souvenons-nous de ça. Et donc, effectivement, il faut retrouver cette dynamique industrielle et reproduire ces réacteurs en série. Parce qu'effectivement, on a parlé des premiers réacteurs EPR qui étaient des prototypes, donc celui de la Finlande, les deux en Chine et celui de Flamanville, là, qui sera bientôt mis en service. Et puis, voilà. Mais à l'époque, il y avait besoin de faire du sur-mesure. Là, vous allez pouvoir industrialiser aussi ce que vous proposez. Bien sûr. Le sur-mesure était aussi une échelle qu'il fallait franchir pour construire ce premier réacteur. On a parlé beaucoup du réacteur en Finlande de OL3, donc il est arrivé avec du retard, bien sûr, sur le réseau. Mais aujourd'hui, il produit 75% de l'électricité décarbonée de la Finlande, ce qui est énorme. Voilà. Donc, effectivement, il y a des enjeux de réindustrialisation en série de ces réacteurs et retrouver aussi les meilleurs modèles d'excellence opérationnelle qu'on retrouve notamment dans l'aéronautique. On en aura besoin. On y travaille beaucoup avec un certain nombre de partenariats avec EDF, avec les pôles de compétitivité aussi. Donc ici, on a Nuclear Valley dans la région qui nous soutient, qui soutient les industriels, qui labellise les projets de recherche et développement, parce qu'on aura besoin d'industrialisation, mais on aura aussi besoin de R&D, on aura besoin de digitalisation. Et donc les pôles de compétitivité, qui sont l'outil de l'État et de la région, nous y aideront. Alors, cette montée en puissance, effectivement, de la filière qui se restructure, en tout cas qui a un nouveau souffle, elle assied encore un peu plus, finalement, la région, Philippe Lazare, comme leader sur le marché du nucléaire. Et elle entraîne des entreprises comme Velan, comme Bocard, fortes de 50 ans de savoir-faire dans son sillage. Parce que c'est la garantie de l'emploi, de la filière, de sa pérennité aussi qui se joue. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, effectivement, la participation à un programme du nouveau nucléaire de cette envergure ne s'invente pas. Et la force de la région, à travers ces industriels, et notamment Bocard, fruit de 50 années d'expérience depuis les premiers réacteurs, 42 réacteurs sur les 56 ont fait l'objet de la participation de Bocard, et avec un acteur industriel implanté depuis 105 ans. Sur la région lyonnaise, et donc qui a pu contribuer durant toutes ces années au développement industriel et notamment du nucléaire. Et la force de la région, c'est de pouvoir bénéficier de ces acteurs industriels et sur toute la chaîne de valeur. Un programme du nouveau nucléaire demande une bonne maîtrise de l'outil industriel, mais au-delà de cet outil industriel, demande une excellente maîtrise de l'ingénierie, très en amont, sur tous les métiers de l'ingénierie. Chez Bocard, c'est plus de 150 personnes qui sont implantées sur la région à Villeurbanne, qui contribuent depuis 1970
au développement et à l'accompagnement de nos clients, et notamment d'EDF, sur toute l'optimisation des performances industrielles de ces centrales. Au-delà de l'ingénierie, la force d'un ensemblier industriel, c'est de pouvoir bénéficier, bien entendu, des métiers de la production, des métiers de la maintenance, et puis des métiers de gestion de projet, avec des chefs de projet ensembliers qui maîtrisent, au-delà des grands projets de construction, toute la maîtrise de la chaîne de valeur industrielle. Oui, ça veut dire qu'on est aussi, quand on est un acteur historique comme ça de la filière, on est aussi obligé de penser, pardonnez-moi l'expression, le coup d'après. Vous vous y êtes pas trompé d'ailleurs, hein, je crois que vous avez décidé d'implanter ici votre centre de R&D. Donc on est déjà en train de préparer la suite. Alors effectivement, le nouveau nucléaire doit s'accompagner de technologies. C'est d'ailleurs la demande des clients comme EDF. Et ce n'est pas pour rien, effectivement, que Bocar a décidé, voici quelques mois, d'inaugurer son nouveau centre d'innovation technologique, que ce soit pour des technologies amont de conception, mais aussi pour des technologies de réalisation, avec des machines spéciales qui agissent dans des milieux très contraints, en radioactivité, et des machines qui permettent d'agir là où l'homme ne peut pas agir lui-même pour ces raisons de contraintes. On se rend compte qu'on a un programme français très ambitieux en la matière. Est-ce qu'on a le choix, Jean-Luc Mazel? Parce que quand on regarde les factures d'énergie, et on en a parlé ensemble, on l'évoquait tout à l'heure, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, on comprend qu'il y a urgence aussi si on veut maintenir, pour plein de raisons, mais si on veut maintenir l'outil industriel français, il faut agir sur ces questions d'énergie. Donc le nucléaire, c'est une des solutions. Effectivement, on a besoin d'une énergie compétitive. Ça a été dit ce matin. Nous, comme exemple, on a notre facture de gaz et notre facture d'électricité qui ont été multipliées par 3 ces 2 dernières années. C'est difficilement tenable, mais on est une société qui utilisons peu d'électricité, puisqu'on a des machines-outils, donc c'est une électricité consommée, raisonnée. Mais par contre, dans la filière nucléaire, on a besoin, pour construire ces réacteurs, de fonderies, de forges, on a besoin d'acier, si on ne veut pas l'importer massivement. Et pour ces fabrications-là, on a besoin d'une électricité et du gaz à un prix très compétitif. Ça sera un enjeu très très fort. Ça a été détecté par le groupement des industries françaises du nucléaire, qui est le GIFEN, qui a fait une étude très poussée sur le sujet, et où certains secteurs s'annoncent en tension plus que d'autres. Donc oui, la compétitivité de l'énergie sera clé. Emmanuel Galichet, aujourd'hui on a, et on l'a dit, hein, tous les grands acteurs qui sont finalement ici en région Aura. Et vous avez commencé à le dire, l'enjeu, effectivement, c'est pas le PR2, c'est vraiment les EPR nouvelle génération, le fameux petit milliard, c'est ça, supplémentaire, c'est-à-dire les générations qui vont suivre, celles qui ne sont pas encore imaginées. Comment est-ce qu'on va faire évoluer les métiers, la filière? Comment est-ce qu'on va aussi peut-être aller chercher des talents? Parce que c'est une problématique à multiples entrées. Oui, vous avez complètement raison, c'est multiparamétrique. Et effectivement, l'attractivité, c'est-à-dire donc chercher les talents, ça va être l'enjeu fondamental de la filière nucléaire, mais d'ailleurs de l'industrie. On l'a vu ce matin, si on veut une réindustrialisation, il va falloir qu'on mise sur les jeunes et surtout sur des jeunes qui ont envie de faire de la science et de la technique. Donc ça va être fondamental. Et je dirais que les 2 acteurs fondamentaux là-dedans, évidemment, c'est l'industrie d'un côté, il faut qu'elle continue, et la filière nucléaire travaille beaucoup, notamment à travers le GIFEN, à son image, à être toujours une exigeante, etc. Mais le deuxième acteur fondamental, et je dirais même le premier responsable, c'est quand même les pouvoirs publics. On a vu Laurent Wauquiez en parler. C'est l'éducation nationale. Moi, j'ai envie de dire, c'est donner aux jeunes aujourd'hui qui sortent du système scolaire une envie d'aller travailler, de travailler déjà, évidemment, il le disait, Laurent Wauquiez, mais surtout de travailler dans l'industrie. Aujourd'hui, juste un chiffre, du bac technologique,
10 bacs technologiques, 2 seulement pour l'industrie. Donc ça veut dire que l'industrie aujourd'hui ne peut avoir accès qu'à à peu près 20% des jeunes. Donc imaginez demain, si vous voulez réindustrialiser, relocaliser ici en France sur les territoires, on aura absolument besoin de talents. Et ça, vous le disiez, ça va être le nerf de la guerre finalement. Le nerf de la guerre, c'est effectivement le cas. Jean-Luc Mazel, vous avez la même analyse, former, préparer, anticiper. Je crois que vous m'aviez donné quelques chiffres. D'ici 2030, on a des besoins assez conséquents dans la filière. D'ici 2030, c'est plus de 100 000 emplois dans la filière, avec 50% de ces emplois pour 2030 qui ne sont pas encore recrutés dans les entreprises de la filière. Donc ça montre la marche à vaincre pour assurer le développement de la filière. Oui. Une des pistes, c'est peut-être, Philippe Lazare, la digitalisation, les attirer par ce biais-là, parce que ça va venir impacter tous les métiers. Il faudra avoir cette compétence-là, même si on est plombier, soudeur dans le nucléaire, il faudra avoir une corde de plus à son arc. Tout à fait. Comme Laurent Wauquiez le disait, pas le digital pour le digital. Au service d'eux. Voilà, le principe du digital, et c'est dans cette optique que Bocard le voit, c'est le digital qui accompagne deux choses. La maîtrise de la conception, faire mieux, faire plus vite, faire plus sûr, à travers la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et puis, comme vous le savez, le nucléaire demande une maîtrise très forte de la traçabilité, de la sûreté en production. Et donc, c'est d'accompagner cette maîtrise industrielle par des outils dédiés, qu'on appelle BocTrack chez nous, et qui permettent d'assurer toute la productivité, traçabilité, qualité, du début du process industriel jusqu'à la fin, pour donner l'assurance à nos clients d'une parfaite maîtrise de nos projets. Le digital, c'est une des valeurs essentielles pour faire venir les jeunes, mais ce n'est pas la seule. L'innovation, de manière générale, vous m'avez dit, Emmanuel Galichet, il y a tout un tas de projets qui sont d'ores et déjà engagés. Il faut les faire connaître, il faut aller dans les écoles, il faut que ça fonctionne. Le réacteur à neutrons rapide, enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut évoquer, qui ne vont peut-être pas dire grand-chose à tout le monde, mais qui sont là. Oui, vous avez raison. Les nouvelles générations, les nouveaux systèmes de production d'électricité et de chaleur, c'est l'avenir du nucléaire. Et là-dessus, ça fait briller les yeux, finalement, des jeunes quand on leur en parle. Et même nous, en tant qu'enseignants, moi j'enseigne au niveau ingénieur, franchement, c'est quand même beaucoup plus sympathique de faire des cours de nouvelles technologies plutôt que de leur expliquer comment démanteler une centrale. Vraiment, on est là vraiment dans l'innovation. Attention, l'innovation, ça veut dire de la création. Ça veut dire qu'il faut être bien formé au départ, il faut avoir des bases, un socle en sciences, en méthode scientifique absolument fondamentale, ce qu'on n'a pas aujourd'hui en France. Il faut quand même bien appuyer sur ce point. La France est très très en retard sur la formation en mathématiques, en sciences et en techniques. Si on veut de l'innovation, et c'est ce qui va nous faire, qui va nous sauver, il faut quand même à la base former pour pouvoir avoir une libération de l'esprit et pouvoir aller créer et innover. Et c'est aux acteurs qui sont sur le territoire d'aller peut-être donner envie à ces jeunes de travailler dans cette filière. Jean-Luc Mazel, Philippe Lazare. Alors, je crois qu'on ne vous entend plus. Voilà, on peut évoquer une belle initiative en région et à Lyon, dans le quartier de Gerland, qui a reçu Viva Fabrica, qui a reçu les familles, les jeunes, avec des industriels qui ont présenté leur industrie. Et c'est vrai qu'il faut convaincre ces jeunes, mais pour convaincre ces jeunes, il faut aussi convaincre leurs parents. Voilà, on a parlé de l'éducation nationale, mais aussi les familles qui doivent s'impliquer, parce que oui, c'est intéressant et oui, c'est crédible que d'aller travailler dans une usine, peut-être plus que dans un bureau. Voilà. Et les femmes, dit Emmanuel Galichet, elle a raison. Je suis désolée, je vais être obligée quand même de le dire. Aujourd'hui, je crois que ce matin, nous étions 3 femmes sur l'ensemble sur l'industrie. Les femmes, les jeunes filles, il faut qu'elles viennent faire de la science, et ça, c'est catastrophique aussi en France. Faites de la science, mesdames et mesdemoiselles. Alors, je crois que la vocation d'un industriel, c'est aussi d'accompagner les régions dans la formation. Et donc, à ce titre, les industriels se doivent d'avoir des centres de formation de bon niveau dans les métiers d'ingénierie, mais aussi dans les métiers opérationnels, comme le soudage.
qui a monté son école de soudage voici plusieurs années, de telle façon à pouvoir accompagner des développements personnels sur des métiers très en tension qui feront le succès de demain. Dernier mot, Emmanuelle Galichet, vous avez parlé des femmes, vous avez parlé... je voudrais qu'on redise un mot de l'écosystème pour conclure, pour que les gens prennent bien conscience de tout ce qu'il y a à portée de main pour bâtir, rebâtir, redonner un souffle nouveau à cette filière. Il y a le CEA, enfin, il y a tout un tas de grands acteurs qui sont là et qui finalement travaillent dans la discrétion, mais qui peuvent être vraiment une porte sur l'emploi demain pour des générations. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Et votre région, la région Rhône-Alpes-Auvergne, je suis lyonnaise, donc d'origine. Bon, alors j'habite maintenant Paris, donc je suis redescendue, désolée, je fais partie de la centralisation. Mais en tout cas, en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez énormément de possibilités. Vous avez tous les grands acteurs du nucléaire et vous avez un territoire plein de petites start-up qui s'installent, qui ont le premier pôle de compétitivité Nucléaire Vallée, qui est quand même le seul en France, est ici dans votre région. Donc vous avez tout intérêt à faire grandir cette espèce de communication autour du nucléaire, que c'est une énergie décarbonée, bas coût, c'est quand même juste pour dire moins de 10% du prix de l'électricité sur le combustible, donc ça vous donne une vraie indépendance et les systèmes du 4e génération vont donner une indépendance, une souveraineté énergétique qui aujourd'hui nous manque. Merci à tous les trois de nous avoir aidés à nous projeter. On va continuer cette matinée et on va s'intéresser à comment la région Aura est en train de devenir le futur leader des semi-conducteurs. C'est évidemment avec Philippe Mabille.